Les logements sont rares et chers en Allemagne. Accéder à la propriété n'est pour beaucoup qu'un vœu pieux. En matière de terrains constructibles, il y a beaucoup plus de demandes que d'offres. Comment faire pour augmenter l'offre de logements et les rendre à la fois abordables et durables? Où as-tu vu des fraises? Il y en a des bien rouges? Ah oui? Cette famille a vu son vœu exaucé. Manuel Menle et Lena Bücher ont trouvé la maison de leurs rêves. Une longère à colombage presque bicentenaire. Le terrain fait 1,5 hectare. Une aubaine pour eux qui adorent les chevaux. Il y a quelques années, on a commencé à rêver d'une maison à nous, avec un terrain qui nous permettrait d'avoir nos chevaux à proximité. On s'est mis à chercher et l'an dernier, on a eu la chance de tomber sur cette petite annonce sur eBay. On a eu le coup de foudre pour cet endroit. Hélas, ils ont vite déchanté. L'architecte est catégorique. Rénover cette ancienne ferme sera cher et long. C'était la douche froide. Et il nous a bien fait comprendre que la maison n'était pas en bon état. Nous, on n'est pas des experts en immobilier. En voyant la maison, on l'avait trouvée jolie. Elle nous paraissait très bien. Et tout à coup, ça devenait un taudis. Mais on la voulait quand même. Pour que leur fille Yara grandisse au vert. La famille envisage de transformer la ferme en maison intergénérationnelle. Financièrement, le projet devient ainsi réalisable. La décision d'acheter n'est toutefois pas facile à prendre. Il fallait bien étudier la chose. Ça nous a pris 3 ou 4 mois, mais finalement, on a décidé que la situation géographique et la maison en elle-même en valaient la peine. On en a beaucoup discuté avec la famille et les amis qui ont accepté de nous aider. Et on est arrivé à la conclusion que c'était jouable. Mais ça a pris pas mal de temps. Il en va de même pour beaucoup de gens ces temps-ci. Avec la montée en flèche des taux d'intérêt immobiliers qui dépassent les 4%, le financement de l'achat de sa résidence principale est devenu extrêmement coûteux. Le secteur du bâtiment est lui aussi impacté. À la cherté du crédit s'ajoute l'inflation, la pénurie de main-d'œuvre et la difficulté de se procurer les matériaux. Conséquence, l'offre de logement se raréfie en Allemagne. À Steinhagen, les familles comme celle de Lena, Manuel et leur petite Yara bénéficient d'un coup de pouce de la municipalité. Celle-ci a mis en place un programme spécial piloté par Stefan Hellweg. Il consiste à aider financièrement les jeunes familles à acheter dans l'ancien, à la fois dans leur intérêt et celui de la commune. Nous avons constaté que le vieillissement de la population dans les quartiers résidentiels posait un gros problème avec le départ des personnes âgées et tous ces biens immobiliers qui ne trouvent pas preneur. Alors nous avons eu l'idée d'inciter les jeunes familles à venir repeupler ces quartiers en acquérant de vieilles maisons. L'idée est de continuer à utiliser ce qui existe déjà et d'éviter ainsi d'imperméabiliser davantage les sols en périphérie des villes, tout en maintenant les centres-villes bien vivants. Stefan Hellweg s'occupe de traiter les demandes de financement. Ma motivation personnelle, c'est le contact direct avec les jeunes. Le fait d'être leur interlocuteur direct, de montrer aux familles qu'elles ont des perspectives d'avenir. C'est la reconnaissance qu'elles nous témoignent ensuite. On nous remercie souvent pour ce programme. Les gens apprécient qu'une commune dépense autant d'argent pour les familles. 142 000 € par an. C'est beaucoup pour une petite commune comme Steinhagen, d'autant plus que l'argent vient exclusivement des caisses de la ville, s'agissant d'un projet spontané né en 2011. Au départ, on voulait tenter l'expérience, sans trop savoir ce que ça donnerait. Or, il s'est très vite avéré que c'était un succès. Une quinzaine de familles en a profité chaque année, si bien qu'à ce jour, environ 200 familles possèdent une maison à Steinhagen grâce à notre programme. Et ce qui nous réjouit particulièrement, c'est le nombre d'enfants. Parmi ces nouveaux propriétaires, on a une moyenne de 2 enfants par famille, un chiffre supérieur à la moyenne nationale. Le programme fonctionne ainsi.
Les familles d'au moins un enfant qui souhaitent acquérir une maison de plus de 25 ans pour y élire domicile reçoivent des aides financières pendant 6 ans avec un plafond de 9 000 €. 119 communes proposent un programme de ce type en Allemagne. Depuis la naissance du projet, beaucoup de choses ont changé sur le marché de l'immobilier. Actuellement, les prix baissent, mais les taux d'intérêt augmentent. Hallo, guten Morgen, Frau Süß. Hallo, guten Morgen. Stefan Hellweg et Sarah Süß, maire de Steinhagen, s'efforcent de surmonter ces difficultés. Le programme survivra-t-il aux vicissitudes du marché immobilier ? À Berlin aussi, on s'interroge sur l'avenir du logement. L'architecte Rebecca Steinlein veut faire évoluer la branche pour la rendre plus durable. Construire est mauvais pour le climat. On est en train de prendre conscience du fait qu'on est en face d'un immense défi. Qu'on ne peut pas relever en se disant chacun dans son coin, je vais prendre un peu moins l'avion, essayer de manger un peu moins de viande. En revanche, l'industrie du bâtiment constitue un levier très important. 40% des émissions de CO2 à l'échelle mondiale sont engendrées par le secteur du BTP. Rebecca et ses collègues savent comment y mettre un frein. Quand après avoir examiné toutes les options, on décide quand même de construire du neuf, alors il faut construire circulaire. Construire circulaire, c'est limiter l'impact sur l'environnement en s'arrangeant pour générer des cercles vertueux. Rebecca travaille pour l'entreprise Concular qui poursuit cet objectif. Cela consiste à récupérer un maximum de matériaux de bâtiments voués à la démolition afin de les réutiliser dans de nouveaux projets. Identifier les matériaux n'est toutefois pas chose facile. L'architecte Tabea de Ries et l'ingénieur Marius Manderi sont chargés de procéder à un état des lieux circulaire à Münster. Je ne pense pas que ce soit des briques de parement. Ce bâtiment va bientôt être démoli. Mais avant, Tabea et Marius font l'inventaire de tout ce qui pourrait être réutilisé. On commence par prendre les côtes extérieures. Premier objet prometteur, les portes. On leur établit une sorte de carte d'identité, une fiche technique où l'on spécifie leurs caractéristiques matérielles, leurs dimensions, leurs éventuels défauts. Beaucoup d'éléments sont réutilisables en dépit de petites imperfections. D'abord, il y a tout ce qui est ni collé ni cimenté. Ce qui est vissé, chevillé. Bref, tout ce qui, au premier coup d'œil, peut être démonté facilement. Dans d'autres bâtiments, on a pu récupérer beaucoup de portes, luminaires, planchers surélevés, faux plafonds, radiateurs, les éléments de construction simples. Ça, ils n'en voient pas tous les jours. Une plateforme élévatrice. Elle aussi pourrait se voir offrir une seconde vie. Face à ce genre d'objet, on doit jouer les détectives. Rechercher le constructeur, le numéro de série. On a besoin de savoir précisément de quel produit il s'agit pour orienter au mieux nos recherches. La société berlinoise qui les envoie a ainsi fait inventorier quelques 200 structures au cours des 3 dernières années, du stade de foot aux universités, en passant par les piscines et les bâtiments historiques. Ce ne sont pas les projets de démolition qui manquent, mais les concepteurs armés du courage nécessaire pour se lancer dans la construction circulaire. Ça représente un surcroît de travail, parce que c'est nouveau. Les constructeurs, chefs de projet et architectes s'aventurent en terre inconnue et doivent se familiariser avec ces nouvelles méthodes en collaboration avec nous. Le premier projet leur demandera plus d'efforts, mais au fur et à mesure, ces choses-là iront de soi. Quand ce bâtiment aura été rasé, on construira ici un centre communautaire et de santé. Outre l'aspect environnemental,
réutiliser d'anciens matériaux permet de faire des économies. Une partie des briques pourrait de nouveau servir, par exemple. Celles du mur latéral sont en très bon état. Tabea et son collègue y regardent de plus près. Ces briques ont-elles véritablement une chance de vivre une deuxième vie? Jerry Follan est en quête de logement. Il est travailleur social à Dublin et ouvre toujours grand les yeux quand il se déplace à travers la ville à l'affût de bâtiments vacants. À 68 ans, il continue à travailler pour une fondation qui s'est donnée pour mission de transformer ces espaces en logements bon marché. On a besoin d'augmenter l'offre en logements sociaux, en logements abordables. Et vite. La question, c'est combien de temps faudra-t-il et comment s'y prendre? Avec la crise des loyers trop élevés, il y a eu une augmentation notable du nombre de sans-abri ces 10 dernières années. Le loyer moyen d'un T3 dans la capitale irlandaise dépasse les 3 500 €. Nombreux sont ceux qui n'ont pour ainsi dire aucune chance de trouver à se loger sur le marché locatif privé. Résultat, dans cette ville de 600 000 habitants, il y a plus de 6 000 SDF. Jerry a travaillé près de 40 ans pour les services sociaux de la capitale, également responsable du logement. Et il a eu l'occasion de rencontrer de nombreux sans-abri, ce qui ne l'a pas laissé indemne. N'importe qui peut perdre son toit, du fait des circonstances, familiales par exemple, ou d'un changement de statut social, de revenus. Le sans-abrisme peut toucher tout un chacun, quelle que soit sa classe sociale ou son patrimoine. Beaucoup de gens peuvent devenir SDF, faute de pouvoir payer le crédit de leur maison ou un loyer trop élevé. Et pourtant, de nombreux logements sont inoccupés en Irlande. 166 000 le sont depuis plus de 6 mois. C'est le cas de ce petit immeuble mitoyen en plein cœur de Dublin. Ses propriétaires n'ayant pas les moyens de le rénover, ils l'ont récemment confié au Peter McVeary Trust, fondé en 1983 par le prêtre à qui l'organisation caritative doit son nom. C'est celle pour laquelle travaille Jerry Follan qui chapeaute ce nouveau projet. Ces appartements étaient loués jusqu'à une période récente, histoire de rentabiliser les lieux, mais pas forcément de façon très judicieuse. Nous avons l'intention de réaménager l'immeuble pour créer 12 appartements. L'objectif du Peter McVeary Trust est avant tout de mettre à disposition des logements à prix modéré pour les membres les plus défavorisés de la société irlandaise. Après avoir repéré les habitations vacantes, ses collaborateurs contactent les propriétaires et leur soumettent des propositions. Avec leur aval, ils financent les projets de rénovation et organisent les travaux. Les propriétaires ne sont pas obligés de vendre. Ils peuvent louer leurs biens à la fondation, s'assurant ainsi un revenu locatif garanti. Le travail de Jerry et ses collègues est financé en grande partie par des fonds publics, le Trust travaillant en étroite collaboration avec le ministère irlandais du Logement et de la Construction. Aux ressources publiques s'ajoutent des dons. Je dirais que n'importe quel bâtiment peut être reconverti et réutilisé. Actuellement, on voit d'anciens pubs, immeubles de bureaux, banques, dont les locaux font l'objet de projets de rénovation en vue d'une réaffectation. Certaines de ces opportunités de rénovation résidentielle ont été identifiées par le Peter McVeary Trust, qui a su rassembler les ressources nécessaires pour réaliser les différents projets. Rénover revient souvent moins cher que construire du neuf. Hey Dominic. Kerry, how are you? How's it going? Ce bâtiment du centre-ville était inoccupé depuis plus de 10 ans quand il a été décidé de le rénover entièrement. 20 logements sociaux y verront le jour d'ici l'an prochain. Et ce ne sera pas de trop. 30 000 personnes figurent sur la liste d'attente de la municipalité de Dublin.
Ce projet de restructuration bénéficie du plein appui de la ville et du gouvernement, qui le finance intégralement. Mais entre le moment où nous avons repéré le site et aujourd'hui, nous avons abattu beaucoup de travail. Il a fallu concevoir tout le projet, procéder à sa planification complète, et ce, à 2 reprises. Jerry déplore les lourdeurs bureaucratiques, même s'il admet que le processus d'obtention de permis s'est déjà accéléré s'agissant de transformer en logement de l'immobilier d'entreprise vacant. Par ailleurs, en début d'année, le gouvernement irlandais a institué une nouvelle taxe dont devront s'acquitter les propriétaires de locaux inexploités. Cet escalier va disparaître, n'est-ce pas? Oui. Et ce mur aussi. Tu arrives à visualiser? Oui. Une fois que ce sera fait et qu'on aura posé le plancher, on abattra ce mur. D'accord. Je viens régulièrement sur place. J'ai identifié ce bâtiment en 2015 ou dans ces eaux-là. Et son état a nettement empiré entre le moment où on l'a débusqué et celui où on a pu commencer à le retaper. Mais ça fait plaisir de voir les travaux avancer et lui redonner vie petit à petit. Des travaux qui coûteront environ 1,7 million d'euros. Dominique Nolan les supervise en qualité de maître d'œuvre. Un toit comme celui-là, c'est du boulot. On a du mal à croire que tout ça date de 1908-1909. Ça a été l'un des premiers programmes de logements sociaux de Dublin. Oui. Il y en a d'histoires dans ces murs. J'aime l'idée que cet immeuble sera le témoin de tous les changements qui ont eu lieu autour de lui. Parmi les projets déjà achevés, cet ancien foyer. Longtemps resté vide, il s'était délabré. La fondation, après avoir garanti aux propriétaires un loyer conforme au prix du marché, s'est chargée de le restructurer et assure désormais la gestion locative des appartements qui y ont été aménagés. Elle a ainsi offert un toit à 9 anciens SDF, dont Joe Gleason, 61 ans. Jerry le connaît depuis son emménagement. Salut Joe, comment ça va aujourd'hui? En forme? En forme. Tout va bien? Tant mieux. Ça n'a pas toujours été le cas. Joe Gleason s'est retrouvé sans abri quand le propriétaire du logement qu'il louait a décidé de le mettre en vente. Je ne trouvais rien d'autre. J'ai fini par aller dans un foyer, mais pas tout de suite. J'ai d'abord dormi à droite à gauche chez des connaissances, mais à un moment donné, il a fallu une adresse pour décrocher un boulot. Après plus de 4 ans sans domicile fixe, Joe Gleason a enfin retrouvé un toit pour un loyer qui est dans ses moyens et où il peut de nouveau recevoir ses enfants et petits-enfants. Là, c'est ma chambre que j'adore. Cet appartement a changé ma vie. J'ai l'impression d'avoir gagné au loto. Je suis tellement content d'avoir un chez moi. La cherté et la rareté du logement n'est pas un phénomène propre à l'Irlande et à l'Allemagne. Plus de 700 000 personnes sont sans domicile fixe en Europe. Et ce, alors même que le taux d'inoccupation est élevé dans de nombreux pays. Jerry, qui a pourtant largement l'âge de la retraite, ne songe pas à s'arrêter. Tout le monde devrait pouvoir accéder au logement. Ce devrait être considéré comme un droit. Et chacun devrait pouvoir le faire valoir grâce à des aides adéquates. La Fondation s'est fixée pour objectif de mettre 1500 logements sociaux sur le marché d'ici 2025. Sa volonté de créer vite et bien des habitations à loyer raisonnable dans le cadre de son combat contre le sans-abrisme semble porter ses fruits. L'Irlande est d'ores et déjà sur la bonne voie. Notre programme s'est merveilleusement bien déployé. Les familles se sont réparties sur ces différentes rues et de ce fait, elles soutiennent nos structures locales, exactement comme on l'espérait. Nous voici de retour à Steinhagen, où la lutte contre l'espace habitable inoccupé cible surtout les jeunes que l'on oriente vers l'ancien. Sarah Zus et Stefan Helweg s'interrogent quant aux conséquences de la crise actuelle sur le nombre de candidatures. La demande est là, mais les gens temporisent.
Ils n'ont pas très envie de s'endetter au moment où les taux d'intérêt sont aussi élevés. Même si les circonstances sont difficiles et qu'il peut être risqué de construire ou d'acheter actuellement, pour de nombreuses familles, notre programme peut constituer une importante incitation. Je ne crois pas qu'il faille le mettre en berne. Ces 12 dernières années, le programme a coûté près de 2 millions d'euros à la ville. Ce n'est pas rien, sachant qu'elle a fait ça sur ses fonds propres. Mais le pari s'est avéré gagnant. La commune est comme revitalisée. Sa population est passée d'à peine 20 000 à 21 000 habitants. Manuel, Lena et la petite Chiara comptent parmi les nouveaux venus. En dépit des lourds travaux qui les attendent pour pouvoir vivre confortablement dans l'ancienne ferme, les jeunes parents sont ravis de vivre à la campagne comme ils en rêvaient. La maison va être transformée pour accueillir à terme les parents de Lena. Les colombages, ils veulent les conserver. En revanche, il faudra isoler. Réduire la consommation d'énergie est une priorité. Oliver Erdmann, expert en bâtiment, vient justement leur apporter ses conseils avisés. En collaboration avec la municipalité de Steinhagen, Oliver a déjà expertisé de nombreuses propriétés dans le cadre du programme Les Jeunes dans l'Ancien. Combien les nouveaux habitants vont-ils devoir débourser pour assainir leur nouveau domicile? Y a-t-il vraiment tant de travaux à prévoir? Nous retournons voir Tabea de Ries et Marius Manderi à Münster, où l'on commence également à apprécier les vertus de la rénovation. Il y a des briques intéressantes qu'on ne fabrique plus aujourd'hui. Une plus grande circularité dans la construction, ça passe aussi par la réutilisation de certains matériaux. La difficulté avec les briques, c'est d'arriver à les conserver intactes lors de la démolition. On inspecte les jointements et on gratte un peu pour essayer de se rendre compte. On cherche à savoir si les briques vont être faciles à extraire. Au terme de son analyse, Marius se montre optimiste. Quelques semaines plus tard, au siège de Concular à Berlin. Le compte-rendu de l'état des lieux circulaires réalisé à Münster est arrivé avec quelques briques. Rebecca Steinlein doit déterminer si elles sont appropriées pour le nouveau bâtiment. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, elles n'iront pas à la décharge. Les informations sur la maison Paul Gerhardt qui ont été recueillies à Münster ont été entrées dans notre base de données. Dans les prochaines semaines, les briques seront mises en vente via notre boutique en ligne. Cette boutique est accessible aux particuliers comme aux professionnels. Ce type de briques coûte environ 1 € pièce. De petits trésors sauvés de la décharge. Ces transactions sont le fonds de commerce de Concular. Après avoir fait réaliser des états des lieux des bâtiments destinés à la démolition, l'entreprise dresse une liste des matériaux réutilisables et les propose à la vente. Cela s'inscrit dans la démarche de construction circulaire qui pourrait profondément modifier l'avenir du BTP. Pour l'instant, on en est encore à produire des matériaux à grands frais, à les utiliser sans penser au lendemain, puis à les jeter. Quelques 14 000 bâtiments sont démolis chaque année en Allemagne. Et il y a fort à parier que tout ou presque atterrit à la décharge. Les déchets du BTP constituent plus de 53% du volume annuel de déchets outre-Rhin. Un terrible gâchis selon Rebecca. Actuellement, il y a plus de matériaux dans les bâtiments déjà existants qu'il y en a de disponibles sur le marché comme matière première. Il serait donc on ne peut plus logique de se servir du bâti en fin de vie comme source d'approvisionnement pour les nouvelles constructions. Un exemple, la Circular House de Berlin, où l'entreprise Concular a son siège. Et pour cause, ces bureaux ont été construits avec 80% de matériaux recyclés et durables, la conception ayant été adaptée à la disponibilité des dits matériaux.
Par ailleurs, tout est monté de façon à pouvoir être facilement démonté, sans gros efforts ni dépenses, et remis dans le circuit. Les méthodes de construction traditionnelles ne permettent pas de séparer les matériaux aussi aisément, ce qui ne facilite pas leur recyclage et freine l'essor du BTP circulaire. C'est tellement plus facile de construire à l'ancienne. L'industrie allemande du BTP va devoir se réinventer. Dans les étages supérieurs de la Circular House, on s'affaire à des travaux de transformation. Les premiers appartements circulaires d'Allemagne sont en train de voir le jour, ici même. L'architecte Philin Barb est l'une des pionnières qui ont donné naissance au projet. Toute la structure de cet étage dédié à l'habitation est en bois. On voit ici la poutre. Et le mur extérieur est fait d'un mélange de bois et de paille. Des balles de paille de 36 cm d'épaisseur. C'est tout à fait atypique, bien sûr. Et ce n'est pas parce qu'on l'a fait une fois ici qu'on pourra le refaire partout. Philin et ses collègues veulent donner l'exemple. À travers la Circular House, ils montrent ce à quoi peut ressembler l'économie circulaire appliquée au BTP. Les services d'urbanisme ont un rôle à jouer, et vite. Il faut simplifier les règlementations et établir clairement que les parties de bâtiments qu'on réutilise conservent leurs propriétés. Exemple, les portes coupe-feu. Actuellement, dès qu'on les retire, elles ne sont plus officiellement aux normes. Or, les matériaux qui doivent répondre aux normes de protection contre l'incendie ou d'insonorisation sont précisément les moins écolos et de ceux qu'on aurait vraiment tout intérêt à recycler au lieu d'en racheter des neufs. Pour Philin comme pour Rebecca, c'est une évidence, tout doit être fait pour encourager l'industrie du bâtiment à prendre un vrai tournant. On construit toujours comme si les bâtiments étaient voués à durer éternellement. Mais non. Les investisseurs planifient les projets sur 30 ans. Et ensuite, ils passent à autre chose. Et celui qui rachète décide bien souvent de tout raser pour reconstruire presque la même chose dans le cadre d'un nouvel investissement sur 30 ans. C'est la ronde des investisseurs. Économiser des ressources et de l'énergie, réduire les émissions de CO2 et les déchets, bref, rendre le secteur du bâtiment durable, c'est le combat de Rebecca et de toute l'équipe de Concula. Ça a déjà été restauré par le passé, mais avec les intempéries, tout pourrit, parce qu'il n'y a rien pour protéger le bois. Vous allez devoir tout remplacer, mais ça, tu t'en étais rendu compte par toi-même. L'ennui, c'est qu'il y en a partout. À Steinhagen, Oliver Erdmann observe la maison à colombage de Manuel et Lena à la loupe pour les aider à planifier les travaux. Une expertise comme la sienne coûte environ 1 500 €. Dans certains cas, cette dépense est prise en charge par la commune. La particularité de cette maison est que vous allez devoir l'insonoriser de l'intérieur, puisque vous souhaitez conserver les colombages pour des raisons esthétiques. Donc tout ce qui se trouve derrière le papier peint, le placoplâtre et l'ancien isolant, on va le retirer pour poser une nouvelle isolation. Rénover l'ancien est une tâche colossale. Ici, l'expert estime qu'il y en a pour plusieurs centaines de milliers d'euros. Mais on peut faire ça petit à petit. On n'est pas obligé de tout faire d'un coup. Chaque poutre peut être remplacée individuellement et en théorie, on pourrait ne remplacer que certains segments. Après, il faut voir ce que ça peut donner visuellement. Grâce à cette expertise, on a au moins une idée plus claire des coûts à prévoir. Elle nous éclaire aussi sur les aides qu'on peut solliciter. Cette famille a de bonnes chances d'obtenir des subventions de l'État pour l'isolation. Les parents de Lena vont également assumer une partie des frais de rénovation. Avec le coup de pouce de la ville, Manuel et Lena vont pouvoir faire de leur maison un lieu où il fait bon vivre, y compris pendant les travaux.
On s'est dit qu'on allait utiliser l'argent pour aménager la ferme, de sorte qu'on puisse se sentir bien d'un côté pendant que l'autre est en chantier. On a planté des fleurs, fait un petit jardin et aussi acheté des animaux, réaménagé les clapiers et le poulailler. Ce sont de petites choses, mais qui nous ont beaucoup aidés. Manuel et Lena ont reçu au total 5 400 € de la commune. Le fait qu'ils aient un enfant à jouer. Ça reste une somme assez dérisoire au vu du budget global de la rénovation, mais c'est toujours ça de gagner. Et Steinhagen en profite aussi. Ces jeunes familles qui s'installent avec leurs enfants, c'est aussi la promesse de plus de recettes fiscales et de pouvoir d'achat, et c'est un bon remède à la désertification. Notre programme d'incitation à acheter dans l'ancien est passé par différentes phases, mais c'est un concept qui se justifie toujours, les mesures incitatives pécuniaires ayant toujours lieu d'être. Je pense donc que nous avons toutes les raisons de le faire perdurer. L'aide ciblant en priorité les jeunes familles, beaucoup des nouveaux habitants de la commune sont des enfants et des adolescents. C'est une ville familiale. Ça a d'ailleurs été un aspect décisif pour nous. Nous vivions déjà à la campagne auparavant, mais plus en centre-village. Ici, l'emplacement est vraiment idéal. Et Steinhagen a tout ce dont on peut avoir besoin. École, crèche, tout est assez proche. Ça a beaucoup contribué à notre décision. Les jeunes dans l'ancien. Parfois, un petit geste peut avoir de grands effets. Rénover plutôt que construire, c'est aussi réinsuffler de la vie dans des vieux bâtiments et créer des logements innovants.